meurtrière de l'année 2019, un éboulement de terrain a fait plus de 40 morts, parmi lesquels des femmes enceintes et des enfants ensevelis. Des clichés de cette tragédie font la une de la presse cette semaine. Pour le Messager, c'est un mardi noir survenu à Bafoussam. Selon le quotidien Émergent, c'est l'horreur qui rythme le film de cette catastrophe meurtrière. Au-delà de la compassion nationale, le journal Cameroun Tribune met l'accent sur le réconfort que le chef de l'État apporte aux victimes à travers l'annonce d'un appui de 200 millions de francs CFA. Le Messager espérait que le chef de l'État sorte de sa tour d'ivoire pour se rendre sur le théâtre de la catastrophe, mais c'est plutôt une mission interministérielle qui a fait le déplacement de Bafoussam et promis le recasement et la prise en charge médicale des survivants. Cependant, le journal Émergence estime que le gouvernement et la direction de la protection civile sont les principaux responsables de ce drame survenu à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, et au regard des analyses des experts et les critiques de la classe politique dans les colonnes de la Nouvelle Expression, quelle est l'évaluation de la gestion de cette catastrophe meurtrière survenue à Bafoussam? Où sont passées les politiques d'urbanisation des villes au Cameroun? À ces questions et problèmes de gouvernance s'ajoute l'exclusion du Cameroun de l'accès préférentiel au marché américain. Selon le Messager, Donald Trump, le président américain a annoncé au Congrès américain qu'il va sevrer le pays de Paul Biya des opportunités de l'AGOA à cause des violations systématiques des droits de l'homme. Pour le journal d'expression anglaise The Post, les États-Unis se fondent sur les allégations de violation des droits de l'homme et autres atrocités commises dans le chaudron de la crise anglophone. Le quotidien Le Jour estime que cette sanction américaine contre le Cameroun a un lien avec la situation politique du pays. Ce journal annonçait la volonté du MRC de tenir ses meetings malgré l'interdiction des différentes manifestations du MRC à Ebolova, Yaoundé et Douala. Ce parti politique dénonce le déploiement des forces de sécurité et des autorités administratives pour empêcher des militants du MRC de tenir leur meeting à Ebolova et chasser de la région du Sud ceux qui venaient participer à ce meeting initialement prévu le vendredi 1er novembre 2019. Un autre dispositif de sécurité a été déployé dans la cité capitale Yaoundé pour empêcher le meeting de remerciement du professeur Maurice Kamto prévu initialement à l'esplanade du stade Omnisport à Yaoundé. Entre menaces de troubles à l'ordre public et répression de l'opposition, qu'est-ce qui explique cette interdiction des manifestations de certains partis politiques de l'opposition? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse, émission produite et réalisée en direct de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette édition de droit de réponse réalisée en direct de Yaoundé, je reçois le professeur Edmond Biloa. Bonjour. Bonjour Cédric, merci de m'avoir invité. Vous êtes vice-recteur à l'Université de Yaoundé 2, également communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie une fois de plus. Également présent sur ce plateau de droit de réponse en direct de Yaoundé, Angelbert Lebondachwa. Angelbert, bonjour. Bonjour Cédric, c'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver sur le plateau de droit de réponse et un bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Vous représentez le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés sur le plateau de droit de réponse. Également présent ici en direct de Yaoundé pour l'émission droit de réponse, Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Bouffoli, je salue tous les panélistes et mes amitiés renouvelées aux téléspectateurs fidèles de cette émission. Vous êtes l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression et consultant ce droit de réponse. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau de droit de réponse, David Eboutou. David, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs et surtout ceux des fidèles de cette émission qui n'a pas certainement d'égal le dimanche en matière d'agora et de débat et de choc des idées. Donc, je vous dis merci et merci à ceux qui nous renouvellent également leur sympathie en nous regardant ce dimanche. Vous êtes analyste politique, merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, d'abord cette réunion de crise qui se tient dans le 2e arrondissement de Douala à la suite des violences urbaines survenues vendredi
du côté Douala, il faut préciser que le gouverneur de la région du littoral dément un conflit intercommunautaire à Newbel. Il fait savoir que les forces de maintien de l'ordre ont occupé le terrain et dresse le constat d'une manipulation des populations de Newbel et Commanda dans le 2e arrondissement de Douala. Samuel Dieudonné Yves Adibois précise que les jeunes munis de couteaux et autres armes blanches ont été dispersés. Et le calme règne dans le 2e arrondissement de Douala depuis hier 20h30, selon une précision du gouverneur de la région du littoral, qui tient dès ce midi une réunion de crise à Newbel, dans le 2e arrondissement de Douala, après 2 jours de frayeur où des bandes armées, des jeunes badauds ont sémé la terreur en plein centre-ville de Douala. Mais commençons par cette catastrophe meurtrière, la plus dramatique de l'année 2019. David Eboutou, plus de 40 morts à Bafoussam à la suite d'un éboulement de terrain. Vous étiez sur le lieu de ce drame. Comment appréciez-vous la gestion de cette catastrophe meurtrière à Bafoussam? D'abord, un véritable drame, parce que vous savez, quand un compatriote tombe, c'est un drame. Pour le cas de Ngouache à Bafoussam, c'est plus de 40 compatriotes qui sont tombés. C'est une 50aine de compatriotes qui sont tombés. Et si je m'en tiens aux témoignages recueillis sur place, il y a encore, jusqu'alors, dans les pénombres, des résidus, des matériaux qui essayaient de soulever ça et là, les matériaux de l'armée, des sapeurs-pompiers et même des équipes déployées par la mairie et l'appareil répressif de la ville de Bafoussam. Il nous semble qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont enfouies dans les dédales de ces décombres-là parce que justement, on n'a pas pu retrouver quelques morceaux de corps et etc. D'ailleurs, le mercredi, quand nous y arrivions, il y a ça et là quelques parties, quelques organes humains qu'on retrouvait ça et là, une tête par là, un morceau de jambe par là, par ici, et c'était triste tout ça. Vous parlez de la gestion de cette crise-là. Je voudrais, en toute honnêteté, saluer d'abord ce qui a été fait depuis le jour dit même de l'événement, c'est-à-dire que dans la nuit de mardi, quand l'incident survient, il se passe que 30 minutes après, parce que l'incident a eu lieu à 21h30, quelques autorités étaient déjà sur place pour établir une ceinture de sécurité, quelques gendarmes étaient déjà là pour évacuer un certain nombre de personnes, quelques dispositifs mis sur pied par l'appareil de sapeurs-pompiers de la ville de Bafoussam était déjà sur la place, et c'est une initiative que j'ai appréciée tout de suite. Mais le constat reste malheureusement le même, à savoir que Bafoussam, quand on a vu le lieu Boitieux, qui a été le lieu du drame, c'est quand même un lieu hautement accidenté et on n'a pas compris pourquoi jusqu'à là, les autorités de la ville de Bafoussam ont laissé que autant de personnes restent là, habitent là durant des années, avec tout ce que cela présentait comme risque. Pour ceux qui y sont allés et qui ont vu le lieu de l'incident, le lieu de cet accident hautement grave, ils ont pu remarquer que c'est des amas de terre qui étaient positionnés sur une pente visiblement inclinée et qui n'avaient pas de soutènement. C'est-à-dire qu'à tout moment, sans besoin d'être un expert dans le domaine du cadastre ou du foncier, je ne sais pas trop, on aurait pu entrevoir un incident dans un moyen terme. Et quand on a vu la qualité des dégâts que cela a provoqué, et surtout que dans les mêmes circonstances, il y a eu des dégâts à Bangoura, à côté, dans des enclaves de Bafoussam, on s'étonne que les autorités de Bafoussam n'aient pas pu anticiper sur ce qui aurait pu se passer dans cette localité-là en termes de déploiement de personnes qui sont allées habiter vers des zones assez enclavées, assez dangereuses. La réalité est quand même tout autre. C'est celle de rappeler qu'il y a quand même un véritable problème foncier, parce que j'ai écouté plusieurs approches là depuis mon retour de Bafoussam, où les gens, les uns et les autres, tentaient un peu de trouver des justificatifs, des palliatifs, quelques explications à ce qui est arrivé sur le drame de Ngouache. Moi, j'y ai plutôt vu un drame foncier. Drame foncier, pourquoi? Simplement parce que quand vous arrivez à Bafoussam, en gros, dans le département de la Mifi, vous constatez quand même que dans la ville, ou alors dans les enclavures,
c'est des constructions énormes sur un terrain qui n'est pas toujours risqué, où les gens peuvent établir des bâtisses avec des barrières de près de 10 000 mètres carrés, où ils font des constructions véritablement mastodontes et récupèrent tout, et où quelques experts là-bas m'ont dit que la superficie en termes de coût est le plus élevé dans tout le Cameroun. On vous parle d'un mètre carré qui peut aller dans les 300-500 000 francs CFA, donc sensiblement ce qu'on voit à Bastos et Yaoundé. Et dans ces conditions-là, il y a donc une populace, un lumpen pour parler comme Karl Marx, qui se retrouve dans les périphéries les plus éloignées pour exploiter les petites terres qui sont, elles, totalement dangereuses et où ils ne veulent que subvenir aux besoins de leur survie, c'est-à-dire encadrer leurs enfants, etc., etc. Et malheureusement, le suivi qui devrait donc être celui des autorités de la ville en charge du secteur, d'accompagner ou alors de frapper d'un saut d'interdiction d'accès à ces zones-là, dans ces localités-là, à ces populations-là, cela ne suit pas. La conséquence est dans ce qu'on a vu, à savoir que, effectivement, ce lumpen-là se retrouve dans ces accès interdits, dangereuses, malgré, parce qu'effectivement, on m'a sorti un certain nombre de documents où le maire de la localité a appelé à plusieurs reprises que les populations quittent ces zones-là, mais malheureusement, cela ne suffit pas. Il y a un travail de pédagogie, d'encadrement, de suivi qui n'a pas été fait et dont malheureusement la conséquence a été celle qu'on dénonce. On en parlera dans cette émission. Edmond Kanga, la nouvelle expression, a donné la parole à des experts pour relever l'échec des stratégies de prévention des catastrophes au Cameroun et interroger les mécanismes de gestion de cette catastrophe survenue à Bafoussam en début de semaine. Oui, tout à fait. Nous avons pensé qu'il était important de sortir un dossier et de le mettre à la disposition du grand public pour qu'au-delà des reportages, des reporters sur le terrain, qui est la voix des experts, qui puisse éclairer les lecteurs sur les possibilités, sur les risques qui étaient connus avant que ne se déclenchent les événements ou les incidents. Et nous avons, à travers ce dossier, donné la parole à différents experts, historiens, géographes, climatologues, qui sont intervenus et ont justifié et ont expliqué ce qui s'est passé par le terrain, la topographie, la géologie. Et ils sont même allés plus loin en disant que les autorités auraient dû le savoir. Non seulement les autorités publiques, autorités administratives et municipales le savaient, effectivement, mais ne se sont pas pressés de faire partie les populations de cet endroit en tenant compte les lois et règlements. Parce que quand on est installé ainsi dans des endroits dangereux, il faut tout faire, non seulement pour sensibiliser et informer les populations. La sensibilisation a été trop tardive, ça il faut le dire. Il y a eu sensibilisation, mais ça a été trop tardive. Les populations y étaient déjà implantées depuis trop longtemps. Maintenant, les faire partie, il faut les déguerpir, mais la loi prévoit que pour déguerpir des populations, il faut les recaser d'abord. Qu'est-ce qui a empêché de trouver un site pour recaser ces populations-là avant que l'incident ne survienne? C'est la principale question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, je vois des gens se féliciter de ce que le chef de l'État ait débloqué 200 millions de francs. Mais imaginez que ces 200 millions de francs aient été débloqués longtemps à l'avance. On n'aurait pas perdu une quarantaine, voire une cinquantaine de personnes. Il n'y aurait pas eu tant de victimes. Il n'y aurait pas eu, dans ces écoles, parce qu'il y a une école primaire où il y a 15 élèves âgés de 4 à 9 ans qui n'iront plus à l'école parce qu'ils sont décédés. 4 femmes enceintes décédées. Vous savez ce que signifie une femme enceinte décédée? C'est 2 personnes qui sont décédées. Il faut des rituels pour des cas comme ceux-là. Et même pour tous les autres cas, mourir dans de telles conditions, asphyxiés, disparus. Parce qu'il faut le dire, il y a des disparus. Aujourd'hui, je suis heureux de ce que le génie militaire soit sur place encore pour poursuivre le travail que certaines populations avaient commencé. Parce qu'il faut le dire et le regretter. Lorsque le comité interministériel est parti, il n'y avait plus rien sur le terrain. On ne faisait plus rien. Les populations qui n'avaient pas vu les membres de leur famille se mettaient à utiliser les pelles pour creuser, bêcher. C'est alors que on a vu, n'est-ce pas, le génie militaire arriver pour les aider à continuer ce travail, pour retrouver des corps. Parce que c'est important de retrouver les corps, quel que soit le temps que cela prendra. Parce qu'on ne peut pas faire un deuil si on ne voit pas le corps. En Afrique, ça a un sens, ça a une signification. Donc, le dossier que nous avons sorti
était urgent et nous l'avons fait. Mais nous avons continué au-delà de ce dossier-là à rendre compte de la situation qui prévalait sur le terrain. Mais il faut le dire également, nous sommes très étonnés qu'avec tant de morts, la très très haute hiérarchie de ce pays n'ait pas daigné annoncer ou décréter un deuil national. Cela mérite un deuil national. Ailleurs, dans d'autres pays, en Afrique comme ailleurs, moins d'une dizaine de morts, ça peut faire un deuil national. 2 jours, 2 ou 3 jours. Des drapeaux en berne. On n'a pas vu ça au Cameroun. Mais le président de la République a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées à travers une correspondance adressée au gouverneur de la région de l'Ouest. Il a dépêché une mission interministérielle sur les lieux. Et vous-même, vous l'avez signalé, le déblocage de 200 millions de francs pour les familles endeuillées et les déplacés. Est-ce que ce ne sont pas déjà des mesures importantes venant du chef de l'État? Ce sont des mesures importantes. Mais sur la symbolique, elles sont moins importantes qu'un deuil national. Parce que lorsqu'il y a un deuil national, c'est le monde entier qui a le regard focalisé sur le Cameroun. Davantage par rapport à cette situation. Et c'est même l'aide internationale que nous pouvons même recevoir en retour. Quand je vois dans l'aide humanitaire internationale, je vois l'arrivée des experts, des scientifiques également. Parce que ça peut donner lieu à un colloque. Un colloque sur des débats sur ce type de questions. On en a besoin, on en a besoin. Après vous, Edmond, avec Angelbert Lebon d'Achua, sur la réaction du mouvement pour la renaissance du Cameroun, après cette catastrophe ferroviaire, vous avez mis sur le banc des accusés les politiques publiques en matière d'urbanisation des villes, en matière de gestion des catastrophes. Vous permettez d'abord, M. Moufele, que à la suite du président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui a adressé ses condoléances aux populations endeuillées de Bafoussam et aux familles éprouvées, qui a d'ailleurs, dès le lendemain de ce drame, envoyé sur place une forte délégation du MRC, qui était conduite par la deuxième vice-présidente, Mme Tiganoa. Je voudrais aussi me permettre personnellement de présenter mes condoléances aux familles endeuillées. C'est vrai qu'il s'agit d'un drame. Et la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame? Et je réponds avec beaucoup d'assurance, oui, on aurait pu l'éviter. Une fois qu'on a répondu à cette question, il y a une autre qui est introduite immédiatement. Qui est responsable du drame? Très honnêtement, moi je dirais qu'on a des responsabilités partagées. Partagées dans ce sens où il ne faut pas qu'on fasse de fuite en avant. Les populations concernées sont responsables. Mais, oh, les pauvres, que peut-on leur reprocher? On va leur reprocher, dans un pays où ils sont abandonnés, de pouvoir se débrouiller à trouver un petit toit. C'est de ça qu'il s'agit. Une fois que je l'ai dit, il faut également voir tout de suite la responsabilité de nos gouvernants. Parce que je crois savoir qu'au niveau de l'administration centrale, nous avons une direction qui s'appelle la direction de la protection civile, je crois. Et que fait-elle? Que fait-elle, cette direction? Où est-elle? Est-elle vraiment au service de la protection civile? Ou alors, ils sont aujourd'hui cantonnés à détourner des fonds des Camerounais, comme c'est leur sport au quotidien. On a envie également d'interpeller la responsabilité du délégué du gouvernement. Comme on est dans un système qui, depuis 1996, n'arrive pas à mettre en œuvre une véritable décentralisation, et par contre, c'est les délégués du gouvernement qui continuent à avoir droit de citer, délégués du gouvernement nommés, donc qui ne sont pas élus, par conséquent, qui n'ont aucune responsabilité vis-à-vis des populations. Vous savez, Edmond tout à l'heure a dit, oh Edmond, j'ai envie de demander si Edmond est rêveur, quand il dit, on s'attendait à avoir un deuil national. Mais Edmond, mais vous rêvez, qu'attendez-vous encore de ce régime? C'est un régime qui a perdu toute humanité, tout humanisme. On ne peut pas comprendre. Des gouachés, il y en a partout au Cameroun.
On a l'impression qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui se nourrit du sang des Camerounais. Oui, c'est bien 200 millions, mais 200 millions pour faire quoi? On aurait pu éviter ce drame. Et je dis, et les Camerounais aujourd'hui sont témoins que depuis 37 ans, ils sont abandonnés à eux-mêmes par ce régime moribond qui ne se complaît que d'une chose, c'est de voler. Voler des élections, voler des droits et libertés des Camerounais, je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure, voler les fonds publics. Le Camerounais n'est pas au centre des intérêts de ce régime. Mais il y a eu une délégation interministérielle qui s'est rendue à Bafoussam, qui a annoncé une prise en charge médicale gratuite pour les blessés de ce drame, qui a annoncé la répartition de l'appui présidentiel de 200 millions de francs CFA et annoncé le recasement des populations. Est-ce que ces mesures ne montrent pas une volonté politique du gouvernement d'aller vers la prise en charge des rescapés et d'adresser les problèmes qui se posent à la suite de ce drame? Ben écoutez, moi je ne veux pas de mauvaise foi. On ne peut que féliciter un pareil soutien. Mais qu'est-ce qu'on a par expérience au Cameroun? On a connu tous le drame des ECA. On nous a annoncé une somme qui avait été débloquée, ben, sauf que cette somme est arrivée aux populations 3 ans plus tard. Aujourd'hui, on nous annonce 200 millions qui va être géré par une commission qui viendra de Yaoundé. On sait exactement comment cela va se terminer. Cette commission qui viendra va se servir dans les 200 millions. Et à la fin, qu'est-ce qui reviendra même à ces populations? Non, par expérience, il y a des moments où on est même forcé de croire en cette bonne volonté, en cette bonne générosité. Mais l'expérience nous permet aujourd'hui de désespérer. Donc, pour moi, c'est clair, c'était une situation à éviter. Et après, tout ce qui se fait, tout ce qui se trame autour, n'est que pure mascarade. Après vous, professeur Edmond Biloa, sur la stratégie de prévention des catastrophes au Cameroun. Lorsqu'il y a eu les événements des ECA, une commission a été mise en place pour produire un rapport adressé au chef de l'État afin que pareille catastrophe ne survienne plus et qu'il y ait une stratégie de réaction de la part du gouvernement en cas de survenance d'une autre catastrophe. Or, après les événements de mardi dernier à Bafoussam, vous avez suivi sur ce plateau les critiques à l'encontre de la réaction, l'attitude des pouvoirs publics vis-à-vis des rescapés et de ces populations mal logées du côté de Bafoussam. Quelle est votre analyse à ce sujet? Je crois que je suis d'accord avec une bonne partie de ce qui est dit sur le plateau par mon homonyme Edmond Kambia et par mon compatriote David Eboutou, dans une certaine mesure aussi par Angelbert Dachoua. Je pense qu'on ne devrait pas politiser ce problème, c'est un problème qui concerne tous les Camerounais. Nous devons faire ensemble en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Malheureusement, on a l'impression que ce genre de choses peut encore se reproduire. Quand on voit comment les gens vivent dans le littoral, comment les gens vivent dans la Damawa, comment les gens vivent ici au centre, il faut avoir peur que ce genre de choses ne se reproduisent. Les populations elles-mêmes sont directement concernées. Mais la responsabilité principale revient au gouvernement, à ceux qui gouvernent nos cités. Parce que j'ai entendu le délégué du gouvernement à la communauté urbaine de Bafoussam et l'un des maires de Bafoussam dire que les principaux concernés avaient été avertis. Mais ce n'était pas suffisant de les avertir. Il fallait prendre des mesures pour les faire déguerpir, pour les faire partir de là. Il fallait prendre des mesures pour leur trouver des endroits où on pouvait les recaser. Je ne pense pas que cela puisse dépasser le gouvernement. Deux ministères comme le ministère de l'administration territoriale et le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, ces deux ministères mis ensemble, ce n'est pas une chose comme celle-là qui peut les dépasser. Et donc je pense que nous devons faire notre examen de conscience. Pour vous, le problème est situé à quel niveau? Le problème, c'est un problème d'incivisme. Mais l'incivisme s'explique par le fait que les gouvernants ne prennent pas leurs responsabilités. On peut dire qu'il y a eu un minimum d'irresponsabilité et de légèreté
de la part des gens qui gèrent Bafoussam. Parce que eux, ils auraient pu éviter ça. Parce qu'à partir du moment où vous voyez un citoyen qui va s'installer dans une zone dangereuse, dans une zone marécageuse, sur les flancs des collines, sur les pentes des montagnes, l'autorité administrative a le pouvoir de lui dire « Stop, vous n'avancez plus, vous partez de là et je prends des mesures pour qu'on vous trouve quelque chose ailleurs. » Ça n'a pas été fait. Parce que vous voyez, si les autorités administratives ne font pas leur travail, les citoyens pensent que eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et d'autre part, étant donné la précarité existentielle, étant donné les problèmes de pauvreté, ces gens-là souvent n'ont pas de choix. C'est aux gouvernants de leur proposer des pistes de rechange. C'est des pistes de rechange. Oui, les responsabilités sont partagées. Mais la plus grande des responsabilités incombe à ceux qui nous gouvernent. On ne peut pas faire l'économie de ce point de vue. On ne peut pas faire l'économie de ce point de vue. Et donc, pour éviter que cela ne se reproduise, tous ceux qui gouvernent dans nos cités, dans la Damawa, au littoral, au centre, dans les autres régions de la République, doivent prendre des mesures maintenant pour que Gouaché ne se reproduise plus. Est-ce que ces autorités locales ont les moyens nécessaires de pouvoir identifier les zones à risque, trouver des solutions à ces populations installées dans ces zones, sachant que la politique de logement social au Cameroun reste encore un serpent de mer? Non, les autorités ont les moyens. Dans chaque arrondissement, dans chaque département, il y a les démembrements des ministères. Au ministère de l'administration territoriale, il y a une direction de la protection civile. Cette direction de la protection civile a des moyens. Quand bien même elle n'en aurait pas, elle doit demander au gouvernement de lui donner des moyens. Et maintenant, dans chacun de nos départements, dans chacun de nos arrondissements, il y a des autorités administratives. Elles doivent veiller au vécu confortable de chacun des Camerounais. Chaque fois qu'un problème se pose, elles doivent répercuter le problème au gouvernement central. Mais il y a des mesures qui peuvent être prises localement. Une communauté urbaine comme celle de Bafoussam a des moyens considérables. Le gouverneur de l'Ouest a des moyens. Le préfet de la MEFI a des moyens. Je pense qu'avec des moyens locaux, on peut commencer à régler les problèmes ou tout au moins prendre des mesures conservatoires, de sorte que les gens ne s'installent pas durablement dans des zones dangereuses, dans des zones montagneuses, sur les flancs des collines, sur les pentes des montagnes. Parce que si on avait dit à ces gens-là, vous ne restez pas ici, vous partez de là en attendant que le gouvernement vous trouve un endroit où vous pouvez construire vos habitations, on n'aurait pas eu une quarantaine de morts aujourd'hui. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les gouvernants locaux doivent être un peu plus proactifs. Ils doivent être un peu plus proactifs. Ce qui est arrivé à Gouaché ne doit plus se répéter. Alors, après vous, David Eboutou, sur le manque de proactivité de la part des autorités locales en charge de ces questions d'intérêt social, vous étiez sur le terrain. Avez-vous perçu avez-vous le même diagnostic concernant cet échec des politiques locales pour adresser ces problèmes? La lecture peut être faite à plusieurs niveaux. D'abord, je suis d'accord quand on dit sur le plateau, avec tout le monde ici, qu'effectivement les responsabilités sont partagées. Mais maintenant, vous parlez de proactivité par rapport à l'implication des gouvernants dans cette gestion de crise. Il me semble que sur le champ, ce que j'ai vu a été appréciable. C'est-à-dire que je suis allé à l'hôpital régional de Bafoussam, où j'ai trouvé 11 cas là-bas qui ont été totalement pris en charge par l'hôpital régional de Bafoussam. Ça, ce sont des faits de terrain. Maintenant, est-ce que ce qui s'est passé à Gouaché peut directement incomber dans la grosse responsabilité qu'on peut mettre à l'actif des autorités de Bafoussam? Effectivement, je pense oui. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je commençais à le dire dans mon prologue. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une réelle cartographie de zones de risque
à Bafoussam, de manière à ce que chaque fois que vous partiez pour acheter un terrain, acheter un lopin de terre, qu'on vous dise, voici tel endroit est à haut risque, tel endroit est interdit, etc., etc. Et même quand cela existe, est-ce qu'il y a une politique foncière? Parce que je vous le disais en entrant dans ce studio, je pense que la prochaine crise dans ce pays sera foncière. Et je pèse mes mots. Elle sera foncière, pourquoi? Parce que, dites-vous très bien, chacun n'est pas toujours logé à la même enseigne. Dans une ville comme Bafoussam aujourd'hui, quand vous y entrez, il y a quand même quelque chose qui vous frappe. C'est que celles des élites nantis ont occupé la plupart des zones bien cloîtrées en plein cœur de Bafoussam, même dans les alentours. C'est-à-dire même à partir de Bangante jusqu'à Bamongoum, vous pouvez même aller jusqu'à Bansoa. Vous trouverez que ceux qui construisent aux abords des routes, au centre-ville, au cœur de ce département-là, en plein Bafoussam, c'est la plupart des gens que nous connaissons qui ont des moyens et qui ont pris des hectares et des hectares de terrain. Maintenant, c'est là où je suis d'accord avec Edmond. Il y a une bonne masse de population qui veut également, elle aussi, se cloîtrer quelque part, qui veut se loger et qui se retrouve donc biffé à ce problème foncier où le coût du terrain est extrêmement cher. Mais maintenant, est-ce qu'il y a donc une politique domaniale ou une politique foncière en amont qui fait que aujourd'hui, chaque Camerounais peut aisément espérer avoir un lopin de terre malgré sa situation professionnelle, malgré sa situation sociale? Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que ça n'existe pas. Parce que, de façon lointaine, c'est ce qui explique également le drame de Guaché. Quand vous voyez la qualité des matériaux que ces populations ont utilisés pour vivre à Guaché, vous vous rendez compte que vous êtes en face de la misère la plus abjecte, monsieur Noufélé, et vous finissez par comprendre qu'à la réalité, ces populations n'avaient même pas le droit, puisque le choix pour vivre là, on vous dit que ces gens qui vivaient là, pour la plupart, c'est un des chefs de ce quartier, un des chefs de bloc, qui nous rappelait que la plupart vivaient là avec moins de 500 francs par jour. Alors, vous imaginez donc, ceux qui ont réussi à se taper un toit sur le lieu de Guaché, c'est des gens qui, avec au plus 500 000 francs, 700 000 francs, se font rapidement un toit, font entrer la famille et y vivent pour leur donner un certain avenir. Dans ce cas-là, on ne regarde pas les conséquences naturelles qui peuvent subvenir. On ne regarde pas l'environnement, on ne regarde pas le danger, le risque. On veut vivre simplement. Et c'est là où je suis également d'accord avec Dachwa. C'est du rôle effectivement de l'État de protéger. C'est du rôle des gouvernants de garantir une certaine sécurité vie. Qui veut que, effectivement, si un Camerounais aujourd'hui a besoin d'élever sa famille, a besoin de nourrir ses enfants, qu'on lui trouve un lopin de terre à la limite de ses moyens à travers une politique foncière qui peut satisfaire tout le monde. La politique foncière au Cameroun aujourd'hui est devenue un véritable cheval de Troie où les plus riches ont droit à tout. Nous sommes l'un des rares pays où vous pouvez trouver des individus qui ont 80 titres fonciers. Et déjà, vous savez ce qui s'est passé récemment avec un des épées viables au niveau du TCS, où on vous a dit que le juge d'instruction est presque tombé évanoui devant lui en découvrant que ce type avait à lui tel près de 80 titres fonciers. Dans cette logique-là, vous imaginez que les autres vont faire comment? C'est la même chose que j'ai vu à Guaché, où des familles ne peuvent pas se procurer un lopin de terre dans un espace seul. Ils se retrouvent dans la haute forceps. Conséquence, la mort les y trouve parce qu'il n'y a pas de moyens étatiques, de moyens quelconques pour pouvoir les y protéger. Malheureusement, je continue de penser que les responsabilités sont partagées, mais elles relèvent davantage de la faute de l'État qui n'a pas pris suffisamment de moyens en aval comme en amont pour pouvoir canaliser tout cela. Au regard du diagnostic que vous venez d'établir, Edmond Kamgia, on a suivi le ministre de l'Habitat évoquer l'occupation des sols, la politique d'urbanisme à Bafoussam, la nécessité du respect des droits en matière de construction. Est-ce que les populations qui ont été victimes de ce drame survenu en début de semaine à Bafoussam ont les moyens de respecter toutes ces dispositions légales qui existent en matière de politique d'urbanisme à Bafoussam? Mais la réponse est évidente, non. Ces populations n'avaient pas les moyens de respecter toute cette politique foncière, cadastrale et tous les autres discours qu'on pourrait ajouter par rapport à ce que Mme Cortès a raconté. Mais je voudrais dire une chose. Quand les membres du gouvernement descendent sur le terrain, il faut qu'ils cessent de rabâcher les oreilles des Camerounais sur des discours connus, sur des lieux communs. Quand il y a mort d'homme, la priorité, c'est de secourir ceux qui sont encore vivants. C'est de s'occuper des morts. Et
ensuite de veiller à ce que ceux qui vivent encore puissent trouver un recasement. Parce que parmi eux, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves qui doivent encore aller à l'école. Je le dis parce que j'ai eu le sentiment en écoutant certains ministres de la commission interministérielle descendue sur le terrain à Bafoussam, lorsqu'ils ont appris que le chef de l'État envoyait 200 millions de francs, j'ai lu sur leur visage, waouh, ils l'ont même dit, waouh, que c'est formidable. Mais qu'est-ce qui est formidable? La mort d'une cinquantaine de personnes ou les 200 millions qu'on envoie. Mais c'est très grave. Ce mépris vis-à-vis de l'humain, ce manque d'humanisme que j'ai lu sur certains visages ministériels, il faut que ça cesse. Ce n'est pas le cinéma où on dit waouh, parce qu'on a envoyé de l'argent, 200 millions, et on n'est même pas certain que ces 200 millions seront utilisés à dessein. Parce que visiblement on a dit que 100 millions seront utilisés pour les obsèques et 100 autres millions pour le recasement. Mais qu'est-ce qu'on attend pour organiser, pour répartir, pour sortir la grille de répartition par rapport aux différentes familles, pour les obsèques de ces familles-là? Qu'est-ce qu'on attend pour trouver un site de recasement pour ceux qui sont encore vivants, qui déambulent à Bafoussam? On les voit dans la rue, à la Belle Étoile. Très peu ont trouvé où aller. Mais on entend la télévision, waouh, c'est formidable. 200 millions, c'est beaucoup. 200 millions, c'est combien? La conscience des Camerounais, mais davantage la conscience des autorités. Des autorités locales, c'est vrai, mais aussi et surtout du gouvernement de l'État. Parce que ce qui s'est passé en Gouaché, ne soyons pas surpris que cela se passe dans les semaines, dans les mois à venir, dans d'autres localités du Cameroun. Parce que rien n'est fait pour éviter un autre Gouaché. Je dis bien rien n'est fait, je pèse mes mots. Il y a eu quelques semaines avant des événements survenus à l'extrême nord du Cameroun avec de graves inondations qui ont provoqué d'importants dégâts matériels, pas de pertes en vie humaine, mais également une mobilisation du gouvernement pour donner environ 150 millions de francs CFA aux familles sinistrées. Et là, à Bafoussam, on parle de 200 millions de francs CFA. Vous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, que proposez-vous concrètement pour éviter que de telles catastrophes ne provoquent de tels dégâts humains et matériels? Vous savez, quand on a du bon sens, parfois pour faire des choses normales, on n'a même pas besoin de se creuser les méninges pendant longtemps. À une époque où ce pays était encore dirigé par des visionnaires, on avait mis en place des structures comme la Maïture, qui était chargée de viabiliser des zones d'habitation pour les populations camerounaises. Je vous envoie voir aujourd'hui ce que la Maïture est devenue. On avait une société immobilière, la SIC, qui était chargée de loger des Camerounais à revenus modérés. Allez voir aujourd'hui qui habite dans les logements SIC. Allez voir le type de voiture garée en bas des immeubles SIC. Non, il n'y a rien à inventer. Il y a des moments où on ne peut pas à chaque fois réinventer le fil à couper le beurre. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que c'est un constat, 1, de malgouvernance et 2, de population abandonnée à elle-même. Il faut aujourd'hui des acteurs politiques en charge de la gestion de la chose publique qui ont l'humain au centre de leurs préoccupations. Il n'y a pas autre chose. Il ne faut que ça, mettre l'humain au centre des préoccupations. Donc, nous on l'a toujours dit au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, c'est de donner à chaque Camerounais un toit, mais un toit viable. C'est possible. C'est possible aujourd'hui, juste par volonté. Vous savez, le Camerounais est un homme extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a un pays en Afrique où on a autant de constructions d'habitations par jour. On a un peuple travailleur. Ce peuple demande simplement à être
canalisés, à être accompagnés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a des logements sociaux qui ont été construits à Yaoundé, Douala, Bafoussam, une politique de 10 000 logements sociaux annoncée par le chef de l'État il y a une dizaine d'années. Environ 2000, entre 1500 et 2000 logements sociaux ont été construits. Est-ce que ce n'est pas là un début de réponse à ces préoccupations? Mais c'est dit, moi je vous connais sérieux. C'est pourquoi je n'ai pas envie de rire sur votre plateau. Vraiment, vous êtes journaliste. Vous n'avez qu'à aller sur le terrain. Et vous verrez si on peut appeler ça logement social. C'est quoi un logement social pour vous? C'est-à-dire que c'est un logement dans lequel l'État s'engage à accompagner les populations à s'installer à des coûts modérés. Quand un appartement à Messassi coûte plus de 20 millions de francs, un appartement, moi-même aujourd'hui qui suis homme d'affaires, je ne peux pas me le permettre. Mes moyens aujourd'hui ne me le permettent pas. Et quand je pense aux petits Camerounais pour lesquels on a construit ces logements sociaux, j'ai envie de dire, de qui se moque-t-on? Nous sommes à Yaoundé, allez au camp, à Titi Garage, il y a des logements sociaux là-bas. Allez voir qui y habite. Et comme d'habitude, regardez en bas des immeubles le type de voiture garée. De qui se moque-t-on, Cédric? De qui se moque-t-on? Pourquoi on peut être gouverné par des gens aussi méchants? Moi, j'appelle ça de la méchanceté. Quand on a du cœur, on ne peut pas gérer le Cameroun comme il est géré aujourd'hui. Ces gens, je vous assure, sont méchants. Le SDF, quant à lui, a demandé au gouvernement de débloquer le compte d'affectation spéciale pour les catastrophes où 2 milliards de francs CFA ont été attribués pour l'année 2019. Professeur Edmond Bilois, voilà des fonds qui auraient pu permettre à stabiliser certaines zones à risque. Pourquoi cet argent n'est pas utilisé officiellement? Mais c'est vrai que je crois qu'on l'a dit ici avec insistance. Bafoussam, c'est la conséquence de l'irresponsabilité de la gouvernance locale. Et donc, ce qu'on devrait pouvoir faire, parce que gouverner, c'est anticiper. C'est anticiper l'arrivée de ce genre de catastrophe. Et tout le monde ici a dit que ce genre de catastrophe va encore se produire. Ce qu'il faut faire, c'est prendre les fonds qui sont alloués à la direction de la protection civile. Prendre ces fonds-là, faire déterminer ceux des Camerounais qui sont dans des zones à risque et leur trouver des endroits viabilisés avant que les catastrophes arrivent. On ne peut pas garder de l'argent quelque part, à supposer qu'il y en ait quelque part, et attendre que les catastrophes surviennent pour maintenant régler le problème. Le problème peut être réglé en amont, en anticipant, en étant proactif. Au jour d'aujourd'hui, j'ai suivi certains de vos collègues dans des journaux, dans à la télévision, à la radio, parler des zones à risque dans beaucoup de régions au Cameroun. Et logiquement, on devrait s'attendre à ce que l'administration locale de ces endroits-là ait un inventaire bien précis de ces zones à risque. Et maintenir une cartographie des zones à risque. Donc maintenant, il s'agit de faire partie ceux des Camerounais qui habitent les zones à risque, de leur trouver des endroits viables où ils peuvent construire leur habitation, utiliser cet argent-là et non attendre de l'utiliser lorsqu'il y aura une catastrophe. Mais vous avez suivi les panélistes sur ce plateau évoquer le problème de l'accès à la terre, notamment dans les principales villes du Cameroun, comme Bafoussam, où certaines élites ont confisqué, de par leur influence et leur position financière, les terres les plus viables et laissant les populations qui n'ont pas des moyens conséquents de pouvoir habiter dans les périphéries où des zones sont des zones à risque. Aujourd'hui au Cameroun, on ne peut pas dire que l'État soit dans les capacités de trouver des terres à ceux des Camerounais qui en ont besoin
ou à ceux des Camerounais qui sont dans le besoin. Il y a suffisamment de terres que le Cameroun, l'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun peut mettre à la disposition de ceux des Camerounais qui sont dans le besoin. C'est une possibilité. Et donc, il faut prendre les moyens qui sont réservés à la gestion des catastrophes, anticiper donc l'arrivée de ces catastrophes en mettant ces Camerounais à l'abri des problèmes à venir. C'est comme ça qu'on devrait diriger. Personne aujourd'hui, moi je vous dis, il n'y a pas un seul Camerounais aujourd'hui qui pourrait venir à la rescousse de l'administration locale à Bafoussam. Si l'administration locale à Bafoussam avait été proactive, on n'aurait pas eu plus de 40 morts aujourd'hui. Donc il faut que ce genre de choses ne surviennent plus jamais. Ce genre de choses ne doit plus jamais survenir. Et je voudrais dire que ce n'est pas un problème qu'on doit politiser. Vous voyez? Ça, ce n'est pas un problème qu'on doit politiser. Parce que les Camerounais qui ont perdu leur vie là, à la limite, ils s'en foutent de nos idéologies. Hein? À la limite, ils s'en foutent de nos idéologies. Les partis politiques ont la responsabilité de défendre ceux des Camerounais qui n'ont pas les moyens de se défendre. Les partis politiques ont la responsabilité de parler pour ceux qui n'ont pas la voix pour parler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons inviter nos gouvernants à anticiper, à être proactifs, à faire en sorte que Guaché ne se reproduise plus. On a vu l'administration territoriale anticiper cette fois-ci un meeting du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Ebolova, dans la région du Sud, à tel point que des militants ayant fait le déplacement depuis Yaoundé pour se rendre à Ebolova ont été bloqués à l'entrée de la ville. Angélbert Lebon d'Achua, des images qui ont été diffusées sur les antennes des télévisions et dans les radios, sur les réseaux sociaux concernant le meeting projeté par le MRC à Ebolova. Que s'est-il réellement passé là-bas? D'abord, c'est dit que je dois regretter une chose, c'est que jusqu'à mon entrée dans ce studio, je n'ai pas vu des responsables politiques de cette région condamner ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu l'autorité administrative condamner ce qui s'est passé. Je n'ai non vu des élites condamner ce qui s'est passé. Parce qu'il me souvient que quand on avait déploré une perturbation du séjour de M. Biya à Genève, les élites de l'Ouest avaient tout fait de se retrouver à Bafoussam pour condamner cet acte parce que, disait-il, c'était des ressortissants de leur région et qu'ils se désolidarisaient de cette action. Ce qui s'est passé à Ebolova devrait nous parler, nous interpeller. Premièrement, sur notre vivre ensemble, et deux, sur l'état de notre démocratie. Sur notre vivre ensemble, pourquoi? Parce que nous avons été bloqués à l'entrée de la ville de Bafoussam, d'Ebolova, pardon, merci David, et tout ce qu'on entendait de part et d'autre, c'était rentrer chez vous. Ah, c'était clair. Rentrez chez vous. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est un fief acquis au RDPC. On ne veut personne d'autre. Qui a bloqué les militants du MRC à l'entrée de la ville d'Ebolova? C'est d'abord les forces de l'ordre. Et ensuite, accompagné dans cette sale besogne, vous savez, je respecte beaucoup votre plateau, mais je ne vais pas m'empêcher ce mot, accompagné dans cette sale besogne par des voyous. Il ne peut pas avoir d'autres mots pour les qualifier. Il y a des gens qui n'ont pas encore appris que c'est de la différence que naît la lumière. De la différence naît la lumière. Le Sud, je connais le Sud. Je l'ai visité à plusieurs reprises, dans tous ces coins et recoins. C'est une jeunesse abandonnée. Une jeunesse, mais ce qui est inquiétant, aujourd'hui manipulée. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Le MRC aujourd'hui voudrait se positionner comme un parti de l'espoir. Parce que nous voulons apporter un souffle nouveau
aux populations. Et les élites du Sud manipulent ces populations-là pour qu'elles n'entendent pas d'autres sons, des sons divergents. Et c'est des élites qui n'ont même pas qualité. Parce que moi, j'avais suivi en Mondiovision après les événements de San Mélima, où ces mêmes élites avaient été huées. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils veulent? Et nous avons découvert quelque chose qui est ahurissant, parce que c'est la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'État du Cameroun a légitimé ce qu'il est en train de combattre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est-à-dire la sécession du Cameroun? Faut-il aujourd'hui, à certains Camerounais, un visa pour entrer dans la région du Sud? Quels sont les motifs qui vous ont été donnés, notifiés pour justifier l'interdiction d'entrer dans la ville de Bolova? Les motifs, c'est que, notre meeting avait été interdit, et de deux, qu'il y avait, de par la présence des militants du MRC, un trouble, une menace de trouble, menace grave de trouble à l'ordre public. Mais vous savez, c'est des choses qui m'interrogent. Voilà un État qui a reconnu l'autorisation de manifestation à un parti politique. Et quelques jours après, un représentant des jeunes du RDPC, vous allez m'excuser, mais il y a des sujets où on est obligé d'interpeller le RDPC, et ce n'est pas forcément de la politique, parce que c'est des sujets graves. Il y a un jeune du RDPC qui a appelé officiellement à ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de génocide pour tout étranger de la province du Sud qui y entrerait. Parce que, soi-disant, c'est un territoire réservé exclusivement, au Boulou, au RDPC. Alors que je pensais, qu'on nous a toujours dit, que chaque Camerounais devrait se sentir partout chez lui. Donc, ces autorités-là ont pris acte de cette menace, n'ont pas interpellé l'auteur de la menace de génocide, mais au contraire, l'ont encadré et reconforté dans cette position. C'est là où on peut également parler, au-delà de ces voyous-là qui nous ont empêchés d'entrer à Ibolova, on peut également parler d'un État voyou. Un État qui aujourd'hui a abandonné ses responsabilités. C'est-à-dire que si moi, Dachua, je dis au RDPC demain que dans mon fief qui est Nouvelle, où je suis né, que le parti, le militant du RDPC qui se pointera, je sortirai la machette, et que le gouverneur, le préfet, le commandant de brigade viendra me dire bravo Dachua, non, ici c'est chez toi, le RDPC ne peut pas entrer. Et je pense que ce type d'actes vont forcément survenir à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on a un régime aujourd'hui qui fabrique des monstres. Nous sommes en train de nous radicaliser sans s'en rendre compte, mais radicaliser dans le sens de ce qu'on appelle la légitime défense. On ne peut pas continuer à se laisser marcher dessus comme ça et à chaque fois avec la couverture des autorités de ce pays. Après vous, Angèle Belbondature, professeur Edmond Biloa, des Camerounais qui souhaitent accéder à une ville pour un meeting de leur parti politique qui se voit interdit l'accès et pointe du doigt l'administration locale, certaines populations qui se sont mobilisées en se revendiquant d'être de votre parti, le RDPC, qui ne veulent pas entendre notre son de cloche dans cette partie du Cameroun. Comment expliquer une telle attitude? Bon, je n'ai pas bien suivi les événements de Bolova parce que j'étais en déplacement. J'étais hors de la ville de Yaoundé. Et vous savez, quand on est hors de Yaoundé, on ne suit pas toujours tous les événements qui se produisent au pays. C'est quand je suis à Yaoundé que je suis au fait de tout ce qui se passe. J'ai échangé avec un de mes camarades avec qui je suis dans la sous-commission communication du RDPC. Et il m'a dit, le sous-préfet ne nous a pas aidés. L'interprétation que je fais de ce que m'a dit mon camarade, c'est que l'administration
ne fait pas le travail qu'on attend d'elle. Lorsque un parti politique organise un meeting ou organise une manifestation publique, il est de la responsabilité de l'administration d'encadrer l'événement pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, jusqu'à présent, l'administration interdit la tenue de la manifestation au prétexte qu'elle ne veut pas de débordement. Bon, dans ce cas, même un match de football peut se terminer par un débordement. Quel que soit l'événement que vous organisez, si votre fille convole en juste noces, les gens peuvent s'enivrer et cela peut conduire au désordre public. Donc, je pense que il faut que nos sous-préfets, nos préfets, nos gouverneurs soient suffisamment sensibilisés pour que des événements publics, des manifestations publiques, des meetings publics puissent être organisés, même si par ailleurs il y a des gens qui font des déclarations qui pourraient être susceptibles de nuire même à l'ordre public. Parce que moi j'ai cru entendre avant mon déplacement que le MRC voulait organiser un meeting dans un stade à Ibolova. Un stade est un endroit suffisamment circonscrit pour qu'on y laisse entrer des gens et qu'on surveille ceux qui veulent venir faire du désordre. Donc il me semble que l'administration camerounaise peut encadrer ce type d'événement. Parce que on risque d'arriver à une situation incongrue où aucun meeting populaire organisé par l'opposition ne sera plus toléré. Professeur Edmond Biloa, est-ce que vous êtes d'accord? Comment pourrait-on permettre que d'autres partis politiques organisent des meetings? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce discours d'un jeune militant du RDPC qui estime que Ebolova, le Sud, est le socle granitique du chef de l'État, président national du RDPC, et qu'aucun autre parti politique ne doit venir mener une campagne ou tenir un meeting au point d'empêcher les Camerounais qui sont d'autres d'obédience politique d'accéder à la ville d'Ebolova? Êtes-vous d'accord avec cette attitude? Je ne peux pas être d'accord avec ce type de discours. Le RDPC a certainement des fiefs. Tous les partis politiques ont des fiefs. Mais on ne peut pas interdire aux autres partis politiques de venir faire leur propagande dans votre fief. C'est bien, c'est la liberté. Il y a toutes sortes de libertés publiques qui sont garanties par les lois et les règlements de la République. C'est-à-dire que si dans mon village X, le RDPC est le parti majoritaire, je ne peux pas empêcher à un militant d'un autre parti de venir battre campagne dans mon village X. Ça, c'est une imposition. Ça ne peut pas se faire dans une république. Et donc, je ne peux pas être d'accord avec ce militant. Cela étant dit, cela doit s'appliquer à tout le monde. Il m'est arrivé de dire sur d'autres plateaux que ce n'est pas la première élection présidentielle à laquelle on a assisté. Celle de 2018 nous aura apporté suffisamment de problèmes parce qu'il y a eu une très grande polarisation de la vie politique. Donc il faut que nous nous éloignions de cette polarisation. Et tout le monde est interpellé. Tout le monde est interpellé. Angèle-Bert Dotchoké du MRC, lui-même il est interpellé. Le RDPC que je représente sur ce plateau, je suis interpellé. L'administration publique est interpellée. Tout le monde est interpellé. Il faut que nous mettions fin à cette polarisation de la vie politique, que les gens soient capables de battre campagne partout où ils veulent battre campagne, et que l'administration publique soit capable d'encadrer les meetings populaires sans qu'il y ait des débordements. Alors après vous, David Eboutou, sur ces événements survenus à Ebolova, où l'autorité administrative, dans un premier temps, accorde une déclaration de récépissé, donne son quitus pour l'organisation de ce meeting, se rétracte quelques heures plus tard, et ensuite on voit des Camerounais interdits d'accès à la ville d'Ebolova parce qu'ils viennent pour partager l'idéologie politique d'une autre formation politique. Quelle est votre analyse de ces événements? Monsieur Noufele, je suis un homme malheureux. Je suis triste. Je suis doublement triste parce que je suis d'abord fils d'Ebolova. Ma mère est d'Ebolova.
J'ai fait une bonne partie de mes études dans la villa. Et les images que j'ai vues, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai lu, m'ont chagriné au plus profond de moi. C'est pour cela que je tiens à dire à mon ami Lebon, qui est sur ce plateau, que ces Debolova sont rentrés avec le 10 documents à remettre à Sam Séverin Ango, qui a engagé un certain nombre de dépenses. On compte que c'est une raison à tirer par les cheveux. Dans ce document, le sous-préfet prétend que, à la même heure, au même lieu, le RDPC devrait tenir un autre meeting à cet endroit-là, et donc il y aurait risque de confrontation entre les militants du MRC et du RDPC. Il y a donc une question qui est tout de suite venue dans mon esprit. Est-ce à dire que le sous-préfet, quand il a reçu la demande de manifestation du MRC dans son bureau, il n'avait pas encore reçu le parapheur qui contenait la demande de manifestation du RDPC, et c'est après avoir délivré, après avoir donné accès à l'autorisation du récépissé du MRC, qu'il s'est rendu compte qu'un autre récépissé est entré et qui demandait pratiquement les mêmes choses que ce qu'il venait de signer sur le premier parapheur. J'ai dit c'est ridicule et il faut arrêter avec ça. Et je suis heureux que le professeur Billois dise qu'effectivement l'administration n'aide pas beaucoup votre parti, professeur. Parce que, voyez-vous, dans ce parti-là qu'on appelle RDPC, il y a malheureusement une réalité qui veut qu'aujourd'hui, dans des coins comme Ebolova, des administrés ou des administratifs, dans ces coins-là, pensent qu'ils sont des relais objectifs du RDPC ou du parti au pouvoir. Ils agissent donc en se plaçant en lieu et place du président de la République ou alors de l'autorité de votre parti politique, en se disant qu'est-ce qui pourrait lui arranger. Est-ce que l'action que je vais mener pourrait aller dans le sens de préserver ses intérêts? Auquel cas, je dois donc agir ainsi et pas de la sorte. Voilà comment ils agissent. Malheureusement, cela, comme vous l'avez reconnu, ne vous aide pas toujours. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui à Ebolova est une véritable honte. Vous avez suivi le bon d'Achua tout à l'heure. Il a malheureusement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que moi, fils d'Ebolova, pour peu que je puisse décider aujourd'hui au sortir de cette émission de prendre une carte pour un autre parti politique, on m'interdira l'accès au chez moi, au sud dans la villa. Au point où j'ai vu Sam Séverin Ango, un ami, un frère, un compatriote, se faire arroser par un enfant du sud qui l'a qualifié de traître. Ben, si nous voulons construire une république, il me semble qu'il y a un certain nombre de propos, un certain nombre d'attitudes qu'il faille commencer à éviter et à déconstruire. Et je suis d'accord qu'on se serait attendu à ce qu'une certaine élite qui prend toujours les devants chaque fois qu'il faut parler au nom de ces régions-là, prenne également les devants pour condamner ce qui s'est passé. On n'a entendu personne malheureusement. C'est pour cela que moi j'ai pris le risque tout à l'heure de dire à Lebon, vraiment j'ai honte de ce qui vient de se passer. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui il y a tabula rasa sur ce qui vient de se passer à Ebolova? Il faut dénoncer cette attitude-là. Parce que, et je sors par là, Cédric, il y a que malheureusement aujourd'hui, les gens ne connaissent pas la réalité d'Ebolova. Lebon a commencé à le dire. La réalité d'Ebolova, et chers amis qui nous écoutez à la maison, il faut le savoir. Ebolova, c'est la misère la plus totale. C'est une jeunesse désœuvrée. C'est une jeunesse instrumentalisée, dont on fait croire que le simple fait d'avoir Paul Biya à la tête de l'État leur suffit pour espérer vivre mieux un jour et dégager ou alors rétracter tout ce qui peut venir de l'ailleurs. C'est tout le contraire des véritables idéaux implantés là-bas par des gens comme Abel Eliga, qui ont porté à un certain moment le vrai discours dans cette ville-là, et qui font qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'avec malheureusement l'élite incompétente, qui parle au nom du Sud aujourd'hui, notamment des Bolova, cette élite-là a annihilé les véritables problèmes de cette jeunesse-là, qui veut les relayer, mais qui n'a pas de bon relais. Et donc les images, ou alors les clichés comme ceux qu'on vient de vivre à Ebolova aujourd'hui, font une mauvaise publicité et font croire que c'est cette image-là qui vient d'Ebolova. Non, justement, Ebolova n'aime pas ce qu'on vient de voir.
Et Bolova, c'est tout autre. Et il faut déconstruire ce qui vient de se faire. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun accuse certaines élites de cette partie du Cameroun d'avoir influencé l'administration publique et les forces de sécurité pour empêcher et interdire l'accès à Bolova à d'autres Camerounais qui souhaitaient se rendre à un meeting. Edmond Kandia, vous êtes journaliste depuis une trentaine d'années. Vous avez suivi de près ces différents mouvements sociaux dans cette partie du Cameroun. Ce n'est pas la première fois que des meetings qui souhaitent se tenir dans cette partie du Sud soient systématiquement interdits et que des personnalités politiques venant d'horizons divers n'aient pas accès à la ville d'Ebolova. Comment expliquer de telles attitudes aujourd'hui, là où le chef de l'État, originaire de cette région, prône le vivre ensemble, appelle les Camerounais à une construction d'une véritable nation? Comment expliquer que quelques-uns de ces enfants dans cette partie du Cameroun aient de tels comportements? Oui, Céline Moufele, ce que vous dites est réel. Ce qui s'est passé à Ebolova n'est pas un fait nouveau par rapport aux événements du passé, par rapport aux élections qui ont été organisées dans ce pays depuis les années 92. Et par rapport notamment au rôle négatif des élites, de certaines élites du Sud. Parce qu'il faut le dire, ce qui vient de se passer à Ebolova est, je dirais, derrière l'incompétence du sous-préfet, parce que j'appelle cela l'incompétence notoire du sous-préfet, il y a la pression de certaines élites du Sud, et notamment de l'Anvila. Je ne vais pas citer le nom de certaines élites, mais je dis que certaines de ces élites se retrouvent au sein du gouvernement. Il y a des élites qui sont membres du gouvernement depuis des décennies et qui sont capables d'avoir mis de la pression sous le sous-préfet pour qu'il puisse poser un tel acte. Je vais rappeler quand même un fait du passé, un agissement de certaines de ces élites du Sud sur les autorités administratives pendant les périodes électorales. Vous savez, comment est-ce que ce qui vient de se passer a pu se passer? Regardez les réseaux sociaux. Le MNC a annoncé un événement, a pris la peine de faire une déclaration, a obtenu le récépissé des déclarations qui permet de faire son meeting normalement en Corvos, à Ebolova. Mais curieusement, si vous êtes attentif, lisez, il y a une communication d'un militant, on ne sait, un militant qui n'a aucune fonction officielle au sein du RDPC à Ebolova, qui a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour dire que le MNC ne peut pas tenir un tel meeting à Ebolova, que c'est impossible, parce que c'est le sol granitique du RDPC et que le RDPC est le seul parti capable de tenir des meetings ou des manifestations à Ebolova. Je ne veux pas citer le nom de ce militant, parce qu'en réalité, ce n'est pas le nom de ce militant du RDPC qui importe. Ce qui importe, c'est qui est derrière le militant qui a agi. Je dis bien, c'est une élite du Sud, c'est une élite de ce département. Je ne vais pas le citer. Mais je vais revenir sur un événement historique pour dire que cette élite-là, enfin l'une de ces élites-là, a souvent rédigé des articles dans un journal qui n'existe plus, Le Patriote. Je ne sais pas si certains ont connu le journal Le Patriote. Il signait dans ce journal sous le pseudonyme de Osubita da Sotol. Je ne vais pas citer son nom, mais il a beaucoup de surnoms comme ça. Et chaque fois qu'il avait l'occasion de faire un papier pour influencer la vie politique dans le Sud, ou dans le centre, dans d'autres localités, il sortait un papier violent dans le journal Le Patriote, qui était en réalité un journal privé, mais nous appelions cela un journal privé du pouvoir, parce que c'était des élites du Sud qui finançaient ce journal-là. Et je dis bien que celui dont je parle est encore membre du gouvernement. Je ne veux pas dire dans quel ministère il est, parce qu'il va se reconnaître. J'aimerais justement partager avec les téléspectateurs ce message de ce militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il dit: nous, jeunes du Sud et de la ville d'Ebolova, acquis pour la cause de paix et du père du vivre ensemble qu'est notre guide Paul Biya, connaissant l'idée malsaine cachée derrière ce pseudo-meeting et l'homme politique en question en tant que fauteur de troubles, tribaliste, manipulateur, disons non à ce rassemblement projeté à Ebolova, socle granitique du RDPC. Nous n'accepterons pas
que notre vivre ensemble rencontre des troubles, notre quiétude avec le RDPC nous suffit. Ce sont les propos de ce militant du RDPC. Angélbert Lebon-Dachois, vous êtes accusé d'être tribaliste, fauteur de troubles, manipulateur, raison pour laquelle ce jeune militant du RDPC estime que vous ne pouvez pas venir tenir votre meeting à Ebolova, dans la région du Sud. Que répondez-vous? Moi, j'ai jamais vu autant d'incongruités réunies dans une phrase. Ça s'appelle de la stupidité. Et je me demande qui est-ce qu'on veut tromper. Le meeting d'Ebolova était sous la conduite du docteur Apollinaire Legrand-Oko pour présenter de nouveaux arrivants, parmi lesquels notre camarade Sam Séverin Ngo. Tous les deux originaires du Sud, faisant partie aujourd'hui pour Apollinaire Oko, membre du directoire, secrétaire national à la santé. Qui est tribaliste? Et c'est ça, cette manipulation dangereuse, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Faisons attention. Faisons attention. Arrêtons de jouer avec le feu. Le professeur Maurice Kamto n'était pas attendu à Ebolova. C'était un meeting de la Fédération régionale du Sud, conduite par le docteur Apollinaire Oko, fils du Sud. Que vient chercher le tribalisme là-dedans? Quand on nous appelle fauteurs de troubles, qui est plus fauteur de troubles que des gens qui au quotidien volent des milliards et empêchent qu'une canne se déroule? Qui est plus fauteur de troubles quand des gens aujourd'hui construisent des stades surfacturés à 4 fois la normale? Qui est plus fauteur de troubles quand on a exigé pendant 3 ans un dialogue national dans le cadre de la crise anglophone? Il a fallu qu'on attende plus de 3000 morts, 1 million de déplacés internes, plus de 50 000 réfugiés au Nigeria. Qui est fauteur de troubles? À un moment donné, il faudrait que des gens arrivent à assumer leurs responsabilités et qu'ils arrêtent non seulement d'insulter les autres, et encore moins d'insulter notre intelligence. Cette histoire de tribalisme qui revient toujours. Quand M. Paul Biya, originaire du Sud, à 100% est voté à 100% dans le Sud, personne ne parle de tribalisme. Soyons logiques. Je me demande si à un moment donné, les gens ont encore du bon sens. Moi, je suis fortement impressionné par le bon sens que je vois de M. Biloa, que je rencontre pour la première fois sur un plateau. Je ne savais pas qu'au sein du RDPC, il y avait des gens qui pouvaient dire des vérités comme celle-là. Je sors d'un autre média avant d'arriver sur ce plateau où j'ai entendu des choses ahurissantes de la part d'une représentante du RDPC. N'allumons pas le feu. J'ai toujours sorti cette phrase. N'allumons pas le feu. Et arrêtons de voir en l'autre ce que nous sommes. Pour l'instant, je n'en dirai pas plus. Mais, je dis bien, et ça, je respecte la condamnation que David a faite en Mondovision. Quand quelqu'un écrit ce type, je ne veux pas être insultant, ce type de chiffon, mais qui devrait réagir? Mais c'est la hiérarchie du RDPC qui doit ramener ce type de, excusez-moi encore, je vais être encore insultant, ce type de petit con à la raison. Je vous en prie, pas de gros mots sur le plateau. Professeur Edmond Biloa, sur ce message d'un militant d'une section OJRDPC dans la région du Sud, qui accuse les responsables politiques d'une autre formation politique de tribalistes, de fauteurs de troubles, pour justifier le fait qu'ils ne doivent pas tenir un rassemblement à Ebolova, qui est le socle granitique du RDPC. Comment réagissez-vous? Je vous ai dit tout à l'heure que le RDPC ne peut pas cautionner ce type de comportement. Vous avez vu à la dernière élection présidentielle, le président Paul Biya a gagné dans les hauts plateaux. Le président Paul Biya a gagné dans les hauts plateaux. Officiellement. Et qui devrait logiquement être le fief du président du MRC.
Donc, le RDPC, Donc, par conséquent, le, le MRC le- n'est pas le RDPC ne peut pas encourager ses militants à dire ouvertement et même implicitement que les autres partis politiques ne sont pas les bienvenus dans les fiefs du RDPC. C'est une impossibilité. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. C'est pas le sentiment... Et les Camerounais sont libres de militer dans les partis de leur choix. Professeur Edmond, là où ils veulent. c'est pas le sentiment qu'ont eu ces Camerounais qui ont été bloqués à l'entrée des Bolova et qui estiment qu'il y a certaines élites RDPC qui seraient membres du gouvernement, Oui. qui ont influencé l'administration locale pour empêcher à ces Camerounais d'accéder à la ville des Bolova. Est-ce que vous partagez ces méthodes? Est-ce que vous Je êtes ne peux d'accord pas, avec non. ce type de méthode, hein, Je ne peux où on pas. a le sentiment qu'il y a une Je confusion vous dis que- entre l'État et le RDPC? Je vous dis que le RDPC ne peut pas travailler à empêcher à un autre parti politique d'organiser un meeting, fût-il à Ebolova. Le RDPC ne peut pas faire ça. Maintenant, nous sommes en démocratie. Vous voyez, nous sommes en démocratie. Et l'une des choses en démocratie, c'est que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a la liberté d'expression. Donc, on ne va pas exclure un militant du RDPC parce qu'il a dit que on ne veut pas de militants du MRC à Ebolova parce que Ebolova, c'est le fief du RDPC. Non. Le RDPC est pour la légalité républicaine. Un Camerounais, où qu'il se trouve, est partout chez lui. Un Camerounais, où qu'il se trouve, peut militer dans le parti de son choix. Et en aucun cas, le RDPC ne peut demander à un sous-préfet, à une autorité administrative locale, d'interdire à un parti politique d'organiser un meeting politique dans sa circonscription administrative. Ça ne peut pas se faire. C'est pour ça que l'opinion personnelle que moi j'ai, c'est que le sous-préfet n'a pas bien géré cette affaire. Parce que je ne peux pas comprendre comment un sous-préfet peut donner une autorisation à un parti politique X. Le lendemain, le même jour, il dit j'annule cette autorisation parce qu'il y a un parti politique Y qui a reçu l'autorisation d'organiser le meeting dans le même stade. Est-ce que c'est plausible? Moi, j'ai l'impression que ce sous-préfet-là, il n'est pas logique avec lui-même. La seule chose, Il faut être logique avec lui-même. Monsieur Biloa, la seule chose que je peux Et je voudrais, Angèle, s'il vous plaît, je voudrais vous dire que je ne suis pas une exception dans le RDPC. Le RDPC a beaucoup de militants qui sont élus en dehors de leur fief. Beaucoup. Nous avons des députés au littoral qui sont du centre comme moi. Vous le savez très bien. Bien sûr, oui. Voilà. Et donc, en aucun cas, les cadres du RDPC ne peuvent venir dire là que là, voilà, maintenant, on ne veut plus que les militants des autres partis militent dans nos fiefs. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et cette branche-là, c'est la branche Cameroun qui veut que, quelles que soient vos origines ethniques, vous pouvez militer dans la circonscription politique de votre choix. Donc, travaillons tous à faire en sorte que la vie politique soit plus conviviale. C'est clair. Monsieur Biloa, vous n'allez pas perdre de vue, même si vous ne voulez pas engager la responsabilité de votre parti. Je pense que la meilleure façon de réagir et de montrer qu'on n'est pas d'accord, c'est que le RDPC devrait officiellement sanctionner ce type de comportement. Ça, c'est bien. 2. On est au Cameroun. Vous dites que le RDPC ne peut pas interdire un meeting, mais tout le monde sait que les sous-préfets sont assujettis au RDPC. Tout le monde le sait. Et un comportement du sous-préfet comme celui-là, je dis bien, ne peut provenir que du RDPC. Ça, il faut l'assumer. Si dans vos rangs, vous avez des gens qui pensent que l'administration leur appartient, qu'ils ne perdent jamais de vue que les fonctionnaires sont payés avec notre argent et qu'ils sont au service du peuple. Ils ne sont pas au service de M. Biya. Ce n'est pas M. Biya qui leur donne leur salaire de leur poche. C'est nos impôts qui payent
paye le fonctionnaire, qui paye le commandant de brigade. Ils doivent être à notre service. Nous sommes allés au sud simplement parce que nous voulions aller à la rencontre d'un peuple qui souffre, qui est dans la misère quotidienne. Des gens à qui aujourd'hui on ne promet pour seul espoir. Que conduit le Bensakin? Non. Ce peuple-là aussi, nous devons leur parler parce que c'est des Camerounais à qui nous devons prendre conscience d'un ensemble de mesures et leur faire voir des manipulations dont ils sont victimes tous les jours. Après Ebolova, il y a eu une journée sous haute tension à Yaoundé samedi avec un déploiement impressionnant des forces de sécurité pour empêcher la tenue d'un autre meeting de remerciement organisé par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. David Eboutou, vous étiez à Yaoundé avec un climat de tension perceptible dans la ville où les populations ont eu du mal à se mouvoir dans certaines artères en raison d'un déploiement visant à empêcher la tenue d'un meeting. Comment expliquez-vous cette attitude de la part des forces de sécurité, des autorités administratives face à une autre formation politique? D'abord, je me réjouis du fait qu'aux dernières nouvelles, les personnes interpellées ou alors les militants interpellés aient pu la plupart pu recouvrir leur liberté. Donc, le bon confirme. Parce qu'il se passe qu'hier, effectivement, dans la matinée, aux environs de 10 h, quand j'y faisais un tour dans les alentours du stade Omnisport, il y avait un tel déploiement répressif qu'il était difficile de voir l'ombre d'un militant dans les enclaves. Et donc, je me suis éloigné de là. Et quelque temps après, il se passe que les militants qui étaient dans les enclaves, effectivement, dans les environs, abordant des t-shirts, ont commencé à être interpellés par quelques éléments des forces de l'ordre pour je ne sais quelle raison. Dans ces interpellations-là, j'ai dû apprendre qu'il y a eu des gens comme le docteur Sergio, qui est un ami, qui fait partie du MRC, qui a été interpellé. Dieu merci, il a été libéré. Et vous demandez l'explication. Je crois qu'on est dans une logique, et c'est l'un des collègues du professeur Billois qui l'expliquait. Je veux parler du professeur Daniel Abois, qui concluait dans un de ses livres, commissaire au commissaire du Cameroun, et il concluait en disant que au Cameroun, on a fonctionné jusqu'ici sous deux paradigmes. Le paradigme du conformisme et celui de la répression. C'est lui qui le disait, conformisme et répression. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on est dans une logique où soit vous vous conformez à tout ce qui se fait, tel que l'hégémon central l'a défini, avec ses canons, avec ses créneaux, avec ses appareils, vous marchez comme il veut, vous n'avez pas de problème. Vous chantez les louanges, ça fonctionne exactement comme dans une église réveillée. Le pasteur arrive, fait des incantations, vous dites amen, vous ne rebuffez pas, et une fois que vous voulez poser la question au pasteur, alors on déferle donc une charge électrique sur vous. Nous sommes là dans la répression. Donc, c'est malheureusement ce paradigme, ces deux paradigmes-là qui continuent d'encadrer la vie politique et sociale au Cameroun, où malheureusement on voit qu'à côté il y a des gens qui peuvent mener des activités politiques normales. En venant ici, quelqu'un m'a envoyé un récépissé d'un meeting du RDPC qui a été autorisé à Douala, qui devrait se tenir dans quelques heures, je ne sais pas trop, la semaine prochaine, c'est qui va commencer. Et j'étais surpris de voir qu'effectivement, le sous-préfet là-bas, Douala la 3e, je crois, ait délivré l'autorisation tranquillement, sans que rien n'y fût. Et que, en même temps, en l'espace de quelques jours, par là, en régressant, ici à Yaoundé, un homme politique, second, proclamé second officiellement à la dernière élection présidentielle, décide de dire merci, de remercier ses militants en une occasion publique, qu'on trouve quand même qu'il y a risque de trouble à l'ordre public, qu'on interdise cela, et que je vois les déploiements que j'ai encore vu en venant dans vos studios ce matin, c'est-à-dire qu'en passant par l'Omnisport, j'ai vu encore des chars garés tout autour du stade Omnisport de Yaoundé. C'est impressionnant tout ça. Alors, soit alors il va falloir réellement, et je le dis étant sérieux, repenser à la forme de gouvernance ou à la forme de démocratie ou à la forme de gestion que nous voulons donner à un pays comme le Cameroun, rentrer peut-être en une royauté, devenir une monarchie, je ne sais pas, mais il va bien falloir qu'on trouve un nom qui nous sied, où chacun pourrait se retrouver, on ne vote pas peut-être, on n'applaudit pas un homme autre que l'hégémon central, mais il va bien falloir qu'à un moment qu'on nous dise dans quelle forme on veut que chaque Camerounais se retrouve pour qu'on n'assiste pas à ce type de frustration. Et je sors en disant que, regardez malheureusement,
tous les discours qui viennent se greffer autour de toute l'actualité politique que nous vivons ces jours-ci. Je n'ai jamais vu, depuis ces 2 dernières années, un discours aussi violent dans l'espace public comme ce qu'on voit ces derniers temps. C'est-à-dire, le discours est terriblement violent, agressif, tribal, au point où, et je suis d'accord avec le bon, on a l'impression qu'il va falloir simplement d'une petite goutte d'eau pour faire déborder le vase. Et j'ai bien l'impression que ce vase-là a déjà commencé à être débordé. Regardez, c'est les images qu'on a reçues depuis quelques jours, où des jeunes traversent des rues, à quoi on m'a parlé de Nouvelle, avec la machette. Hein? J'ai même reçu des images où ils sont en train d'agresser l'autorité répressive. Hein? Des policiers, gourdins, machettes. Je n'ai jamais vu ça. On croirait qu'on a rwandisé. On parle de quoi? Rwandisé. La rwandaisation du Cameroun. C'est incroyable ce qui s'est vu au Cameroun. Il faut vraiment, et je le dis en tenant mes deux mains, il faut qu'on fasse très attention. Ce pays-ci est au bord du gouffre. Et le gouverneur du littoral, concernant ce que vous avez évoqué tout à l'heure, a tenu à rassurer l'opinion publique nationale sur les mesures qui ont été prises pour amener le calme dans la ville de Douala, là où se tient à cet instant une réunion de crise pour discuter de ces problèmes sociaux. Il faut savoir que les forces de sécurité ont pu disperser ces groupes de badauds. Et concernant la situation à Yaoundé, Edmond Kambia, lorsqu'on aperçoit ce déploiement impressionnant des forces de sécurité face à un candidat à la dernière élection présidentielle, déclaré deuxième avec 14% des suffrages exprimés en sa faveur officiellement, et qu'il soit empêché de tenir un meeting avec un tel déploiement du dispositif sécuritaire. Comment interprétez-vous ces images, cette attitude des autorités administratives face à celui qui a été le principal challenger du chef de l'État à la dernière élection présidentielle? La première chose qu'il faut dire, c'est que le gouvernement n'a pas tiré les leçons du passé. Le gouvernement n'a pas du tout tiré les leçons du passé. On ne peut pas continuer à tourner en rond 1 an après l'élection présidentielle. Avec toutes les réactions nationales et internationales sur les événements post-électoraux, si le gouvernement est incapable de faire en sorte que les manifestations soient encadrées, que les meetings soient encadrés, cela signifie que l'État ne joue plus son rôle. Parce que nous sommes, et je le crois, un État de droit. Et si nous sommes un État de droit, on doit laisser les partis politiques exercer librement leurs activités. On doit laisser les associations de la société civile exercer librement leurs activités. On doit laisser les citoyens aller et venir librement. Parce qu'à Ebolova, on a empêché certains Camerounais à entrer dans la ville d'Ebolova. Ce qui est une violation de la Constitution. Les Camerounais sont libres d'aller et venir partout au Cameroun. Il y a eu une violation flagrante des droits de l'homme à l'entrée de la ville d'Ebolova à Biété. Et ce qui s'est passé à Yaoundé hier montre, je le disais tantôt, qu'on n'a pas su tirer les leçons, parce que ce qu'il fallait faire, c'est que ces forces répressives qu'on a déployées sur le terrain encadrent tout simplement le meeting. Dès que le meeting est terminé, les gens rentrent chez eux. Et qu'il n'y ait pas d'arrestation, qu'il n'y ait pas de casse. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de casse depuis 1 an. Il n'y a jamais eu de casse venant des partis politiques de l'opposition depuis 1 an. S'il y en a eu une, qu'on nous le montre. Parce que ce déploiement aurait pu être justifié si dans le passé, il y a eu des casses. Il n'y a jamais eu de casse. Je le parle sous le contrôle de mon homonyme Edmond Bilois. Si un parti de l'opposition a cassé depuis 1 an, qu'ils nous le disent. Donc, je pense donc qu'aujourd'hui, et on va le voir, la réaction de la communauté internationale ne va que s'appesantir encore plus forte contre l'État du Cameroun, contre le gouvernement du Cameroun. Parce que c'est une violation des droits de l'homme. Ce qui s'est passé hier, c'est une autre violation des droits de l'homme. Violation de la liberté publique. Mais les autorités administratives invoquent des menaces graves de troubles à l'ordre public pour justifier cette interdiction des manifestations et empêcher ces partis politiques, et notamment celui qui a été le deuxième à l'élection présidentielle, de pouvoir tenir son meeting pour éviter des débordements. Ils ont préféré l'option de l'interdiction des manifestations. Est-ce que pour vous cet argument tient? Cet argument ne tient pas du tout. Comme je le disais tantôt pour le sous-préfet à Ebolova, qui est d'une incompétence notoire, je le dis également pour l'autorité de Yaoundé. C'est également une autre incompétence notoire. Parce que le gouvernement s'est anticipé. Et anticiper, c'est
faire en sorte que les autorités en charge du maintien de l'ordre puissent encadrer les événements. Qu'ils essayent d'encadrer au moins une fois. Ils verront qu'il n'y a pas de casse du tout. Après vous, Angélbert Le Bon Datois, comment avez-vous vécu cette journée du 2 novembre 2019 à Yaoundé avec ce déploiement et ce meeting qui était prévu par le président national du MRC pour remercier les militants et sympathisants de son mouvement politique? Ben, écoutez, moi je l'ai vécu comme un homme violé, au sens propre comme au sens figuré du mot. On se rend compte aujourd'hui que nous sommes dans un pays du 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui ont des droits et les autres, c'est des obligations. Je pense que c'est David tout à l'heure qui a parlé du meeting de Douala, notre meeting de Douala où on nous annonce déjà une interdiction, alors que, je ne sais pas, quelques jours avant ou quelques jours après, le RDPC organise un meeting. Moi, je vais être clair avec vous, Cédric. Le combat dans lequel le MRC s'est lancé, c'est un combat pour redonner au peuple camerounais sa dignité. Sa dignité à travers des droits dont il devrait jouir au quotidien. On est là en train de nous voler nos droits. Ça peut paraître, comme on a souvent l'habitude de nous le dire, insurrectionnel. Mais il faut que je rappelle aux gens que Nelson Mandela, que tout le monde a glorifié plus tard, Nelson Mandela luttait contre une loi qui était l'apartheid. On ne peut pas être un parti politique et systématiquement être interdit de meeting. On ne peut pas clamer avoir gagné à 71% et avoir peur d'un parti, comme il dit souvent, qui regroupe un groupuscule de gens. Mais laissez donc ce groupuscule s'exprimer. Si c'est un groupuscule, raison de plus pour maîtriser aisément le groupuscule. De quoi a-t-on peur? On a peur de la vérité. On a peur parce que M. Biya, si les gens ne lui disent pas, n'a jamais gagné cette élection. Parce que des gens se sont assis dans des bureaux sur une feuille Excel et ont décidé de donner 71% à M. Biya et 14% au professeur Kamto. Mais tout le monde sait que c'est faux. Nous savons tous que c'est faux. Il faut se rendre compte à l'évidence. Il faut se rendre compte à l'évidence aujourd'hui que les Camerounais, en majorité, ne sont plus pour cette injustice. Il faut savoir, et ils peuvent acter ça tout de suite, que le 9, nous allons être en meeting à Douala. Ce n'est pas un défi. Non, c'est une histoire de réclamer ce qui m'est juste. Je n'attendrai pas, comme je l'ai dit sur une chaîne tout à l'heure, qu'on vienne me faire pipi dans la bouche. Non, on est déjà en train de faire que pire, faire pipi dans la bouche. Monsieur Biloa, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la différence que jaillit la lumière. Vous ne pouvez pas être les seuls à vous exprimer. Vous et vos alliés. Laissez les autres s'exprimer politiquement. Laissez-les aller dire ce qu'ils ont envie de dire au peuple. On ne peut pas avoir un État qui démissionne au point d'être incapable de pouvoir assurer l'encadrement d'un meeting. Where are we? Where are we? Vous êtes en train de fabriquer des monstres. C'est exactement le phénomène de Frankenstein. Nous avons tous condamné ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais parfois, il faut que les gens s'interrogent à comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Nous avons condamné des actes de violence perpétués par notre diaspora. Mais posons-nous la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Demain, soyons conséquents et assumons la responsabilité de ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui. Assumons cette responsabilité-là demain. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut que les gens comprennent, et je crois que c'est David qui l'a dit, que nous sommes dans une démocratie, que nous aussi nous avons le droit de nous exprimer, d'accord? Sinon, je donne un conseil, je ferai comme David, je donne un conseil à M. Biya, il peut tout de suite décider de transformer le Cameroun en royaume, d'accord? Ou encore dissoudre officiellement tous les partis politiques et nous rentrons dans un parti unique. Et à ce moment-là, bon, nous allons prendre peut-être notre retraite.
Professeur Edmond Biloa, sur cette attitude des autorités face à des partis politiques de l'opposition qui souhaitent aussi organiser des manifestations publiques. Ces partis ont le sentiment qu'il y a une interdiction systématique. Illustration ce week-end avec une mobilisation des forces de sécurité et de défense pour empêcher un meeting qui devait se tenir à l'esplanade du stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Comment expliquer à chaque fois ce qui apparaît aux yeux de l'opposition comme une frilosité, une fébrilité de la part de certaines autorités administratives? Je pense que la réaction de l'autorité administrative peut se justifier par le fait que l'autorité administrative a peur que les meetings ne débouchent sur une insurrection. Parce que par le passé, on a vu ça dans plusieurs pays, quand les gens sont allés dans la rue, ils s'y sont installés durablement, ça a conduit au renversement du régime au Soudan. Ça a conduit au renversement du régime en Tunisie. Dans une certaine mesure, ça a contribué. Mais dans le cas du Cameroun, le régime vient d'être réélu. D'autre part, 11%. Oui, justement, je vais en parler. D'autre part, après l'élection présidentielle d'octobre 2018, le Conseil constitutionnel a proclamé le président Paul Biya élu président de la République du Cameroun. Le MRC et ses alliés, dont Albert Zonga, l'ancien député RDPC du Vouri, ont dit carrément qu'ils allaient s'installer dans la rue et ils allaient rendre le Cameroun ingouvernable. C'est une interview qui a été diffusée par Vision 4. Donc, vous voyez que les autorités administratives se disent, les militants du MRC et leurs alliés sont dans une logique insurrectionnelle. Ils veulent renverser le régime par des marches dans la rue. Maintenant, je crois que nous devons tous mettre l'élection présidentielle derrière nous. C'est le président Paul Biya qui a bel et bien gagné l'élection présidentielle. C'est le président Paul Biya qui est le président de la République du Cameroun. Nous devons regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, on prépare les prochaines échéances électorales. Et je pense que les autorités administratives peuvent laisser les partis politiques organiser des manifestations publiques, des meetings populaires, les encadrer sans qu'il y ait débordement. Parce que cette logique ne peut pas tenir longtemps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre à certains partis politiques X, Y, Z de tenir des meetings, à d'autres UVW de ne pas tenir des meetings populaires. Quelles seraient les conséquences de cette politique deux poids deux mesures? Non, selon vous, c'est une politique qui n'est pas tenable. Au long terme, elle n'est pas tenable parce que si on veut la paix, il faut qu'on laisse les partis politiques s'exprimer dans des meetings populaires encadrés par les forces de sécurité. Par le passé, il y a eu des meetings populaires qui sont très bien passés. Vous vous souvenez du meeting qui avait lieu à Bamenda? En pleine crise du Nozo, il y a eu un meeting à Bamenda qui a duré la moitié d'une journée. Les gens ont défilé dans la rue, encadrés par la police, et rien ne s'est passé. Il y a eu des meetings. Donc je pense que les autorités administratives doivent sortir de la logique insurrectionnelle en même temps que le MRC doit prendre des garanties pour que ces militants soient bien ordonnés. Je pense que si tout le monde s'entend sur cette façon de faire les choses, les partis politiques devraient avoir la possibilité d'organiser des meetings populaires, de faire des marches, et tout le monde s'en portera très bien. Alors, David Eboutou, quelles sont les conséquences de cette politique à double vitesse où des meetings du RDPC sont autorisés à se tenir et ceux de certains partis de l'opposition semblent systématiquement interdits, comme vient de se plaindre sur ce plateau Angélbert Le Bondachua? Quelles en sont les conséquences sur le plan politique et social? La première conséquence, c'est le risque d'implosion qui gravit au quotidien. Ça monte. Vous savez, je le rappelais tantôt, au Cameroun aujourd'hui, il est fort perceptible de voir sur les visages des uns et des autres la colère, la crispation. C'est pour cela que, depuis quelque temps, nous autres avions cru qu'il était normal de saluer ou accompagner une initiative comme celle du Grand Dialogue National pour parler, pour appeler de tous nos voeux ce qu'on a alors appelé la détente ou la décrispation. Parce qu'effectivement, dans ces conditions-ci,
il est difficile que les gens sortent de leur colère. Si vous continuez à empêcher que les gens s'expriment, si vous continuez à empêcher, à réprimer, à envoyer l'appareil répressif sur des militants aux mains nues qui partent écouter leur leader, qui partent acclamer, chanter, qu'est-ce qui est difficile? Allez-y, accompagner simplement, encadrer avec autant de déploiements militaires et répressifs que j'ai vus. Par exemple, au stade omnisport, les chars de guerre pratiquement. On pourrait les y convoyer, chacun chez soi, et basta. Donc, je pense plutôt que cette logique qu'il y a à mettre des gens entre les taux et l'enclume, c'est cela qui radicalise davantage les postures. Or, quand un compatriote, un Cameroun, un citoyen a l'impression qu'on l'étouffe, qu'on ne veut pas qu'il s'exprime, soyez tranquille, Cédric, il trouve d'autres voies de contournement pour s'exprimer. Et à ce niveau-là, cette voie de contournement-là peut être plus violente que celle qu'on a cru détourner en interdisant une mesure comme celle-là. Parce que, je vais vous prendre un exemple. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des gens qui vivent avec des frustrations. Au plan judiciaire, par exemple. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été emprisonnés. Justement, j'en suis un cas palpable, par exemple. Mais tout le monde n'est pas David et Boutou pour passer à une autre vie et pardonner, oublier et faire confiance à la justice pour revenir dire le droit par la suite. Il y a des gens qui donnent du temps aux institutions pour réparer le tort qu'ils leur auront causé. Et si cette réparation vient tardivement, ils pourraient s'arranger eux-mêmes avec les moyens. Et chacun de nous a des moyens de se faire justice. Dites-vous très bien cela. Chacun de nous a des moyens de se faire justice. C'est-à-dire que chaque jour, quand je passe, quand je dors, quand je regarde mes enfants, quand je pense qu'il y a quelqu'un, un individu, qui a voulu me priver de l'amour de mes enfants par une injustice, avec des complicités au plan judiciaire, etc., j'imagine des subterfuges pour le lui faire payer. Et c'est à l'État de me rassurer de ce qu'il y a des voies conventionnelles, des voies institutionnelles qui puissent alléger cette colère qui habite en moi. Et c'est la même chose avec ce qui se fait aujourd'hui. Le Camerounais aujourd'hui a l'impression qu'il est bafoué dans ses droits les plus basiques. Il faudrait qu'on laisse le Camerounais jouir de ces petits droits qui ne sont même pas grand-chose, mais qui sont déjà étouffés dans leur minima. Si cela continue, j'ai bien peur qu'on en arrive effectivement à une telle déflagration qui fera que l'escalade sera tellement violente qu'il n'y aura que de lambeaux. Cette situation des droits de l'homme au Cameroun a amené les États-Unis à se prononcer sur une suspension des avantages commerciaux que le Cameroun bénéficie dans le cadre du programme AGOA. Donald Trump l'a fait savoir au Congrès américain. La décision devient effective dès janvier 2020. Edmond Kambia, une décision qui tombe de façon inattendue. Le président américain Donald Trump qui annonce la suspension du Cameroun, exclut le Cameroun dans le cadre du programme AGOA, un programme d'accès préférentiel au marché américain. Comment interpréter sur le plan diplomatique cette position des États-Unis vis-à-vis du Cameroun? Oui, on peut le comprendre, cette décision, et je l'avais presque annoncé. J'avais presque annoncé depuis 2 ans. J'avais dit qu'il y aura des sanctions si le Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme, notamment dans la question du NOZO, dans la question du règlement de la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont des sanctions économiques. Il faut le prendre comme tel. Ce sont des sanctions diplomatiques dans le registre des sanctions économiques. Et le communiqué est très clair des États-Unis qui précise que c'est à cause de la violation systématique des droits de l'homme. Et notamment les exécutions sommaires, les détentions illégales et les cas de torture. Et je puis vous assurer que lorsque les États-Unis font un tel communiqué et précisent les types de violations, c'est qu'ils les ont archivés. Ça, c'est ce qu'il faut préciser. Maintenant, je dis, quel est le sens de cette décision qui est prise par les États-Unis dans un contexte comme celui-ci? N'oubliez pas que nous sortons de ce qu'on a appelé le grand dialogue national. On connaît quelle est la position des États-Unis là-dessus. Ils ont estimé qu'il faut poursuivre le processus, qu'il faut un dialogue plus constructif, un dialogue que nous pensons être direct avec les acteurs directs de la crise, c'est-à-dire avec les sécessionnistes ou les donneurs d'ordre.
Malheureusement, au grand dialogue, on n'a pas vu les sécessionnistes. Alors que nous en avons à Yaoundé. Ils sont dans nos prisons. Ayoub Tabe et ses amis, qui se sont montrés disponibles pour discuter. Jamais on ne les a associés à la négociation. Il y a d'autres qui sont aux États-Unis, qui sont dans la diaspora. Il y en a qui sont dans les forêts et qui voudraient bien discuter. Mais à aucun moment on les a associés. Restons sur la décision prise par Donald Trump pour dire que cela rentre dans une série de mesures. En réalité, c'est le début d'une série de mesures dont l'aboutissement final risque d'être une mesure plus grave encore. Quel message le président américain Donald Trump veut-il envoyer au gouvernement de la République du Cameroun à travers une telle suspension dans le cadre de ce programme AGOA? Washington est en train de dire à Yaoundé que nous ne nous amusons pas. Nous sommes des amis. Mais les amis se disent des vérités. Et depuis de longues années, on vous a fait des suggestions, on vous a donné des conseils pour régler la crise anglophone, la crise sociopolitique. Mais nous avons l'impression que vous tournez en rond et vous ne semblez pas sérieux dans le souci de régler définitivement la crise anglophone ainsi que le respect de la constitution du Cameroun même. Voyez-vous, ce qui vient de se passer ce week-end donne entièrement raison au communiqué de Donald Trump. Ce sont les violations des droits de l'homme. Empêcher un parti politique de fonctionner normalement, c'est une violation des libertés publiques. La liberté de se réunir, la liberté de manifester, c'est dans la constitution du Cameroun. C'est une violation des droits de l'homme. Donc en réalité, nous venons de donner encore, quelques heures seulement après le communiqué des États-Unis, du pain béni pour nous sanctionner encore davantage. Et il faut lire, le communiqué revient dans un contexte assez précis. Il y a quelques jours seulement, on a vu le ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian, français, arriver au Cameroun, visiblement pour détendre l'atmosphère politique, puisqu'il a rencontré les partis d'opposition, la société civile, il a discuté avec le chef de l'État, mais on l'a vu davantage au Cameroun renforcer la coopération économique et financière entre Yaoundé et Paris. Et on a vu après, il y a tout un débat que nous avons eu dimanche dernier sur ce plateau, sur l'affaire du terminal à conteneurs, où on a vu le chef d'État faire une intervention, alors qu'il n'est pas censé faire une intervention dans ce type de dossier. Restons dans le cadre diplomatique pour dire qu'en réalité, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce communiqué, où le Cameroun est sanctionné pour n'avoir pas respecté les droits de l'homme, pour avoir violé systématiquement les droits de l'homme, Washington et New York, quand je dis New York, c'est l'ONU. L'ONU est à partir d'aujourd'hui très prête. C'est-à-dire le Conseil de sécurité est très prêt à recevoir à tout moment une initiative qui pourrait venir de tout membre du Conseil de sécurité, y compris les États-Unis, pour cette fois-ci ouvrir une rencontre formelle sur le Cameroun, non plus une rencontre informelle comme nous l'avions eu le 13 mai dernier. Après vous, Edmond Kamgia, Angelbert Le Bon d'Achua, les États-Unis, à travers son président américain Donald Trump, qui décide de suspendre le Cameroun de l'AGOA, qui était des avantages commerciaux accordés au Cameroun et d'autres pays africains d'avoir un accès préférentiel au marché américain, plus de 6400 produits. Certes, le Cameroun exclusivement envoyait des produits pétroliers, mais cela faisait 15 ans au moins que cette opportunité économique permettait aux opérateurs camerounais de pouvoir exporter des produits agroalimentaires vers les États-Unis. Aujourd'hui, que le Cameroun se retrouve suspendu, comment appréciez-vous cette décision des États-Unis et les motivations qui ont été formulées? Beaucoup de regrets parce que, juste quelques chiffres, hein. Dans le cadre de ces échanges, en 2018, c'était plus de 220 millions de dollars réalisés. Les États-Unis aujourd'hui, c'est un marché de plus de 300 millions d'habitants. C'est une opportunité. Et lorsque l'on sait comment le président Bill Clinton s'est battu en 2000 pour que cette mesure soit mise en place et que nous passions à côté de cette opportunité, on a envie de dire quel gâchis.
Mais quand on va comprendre pourquoi on passe à côté de l'opportunité, il y a un critère dans cette mesure. Il y a un critère d'éligibilité qui est le respect des droits fondamentaux. C'est-à-dire l'élémentaire, le basique. Écoutez même le mot fondamentaux, le basique. On n'arrive pas à les respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous n'avons pas attendu les États-Unis. Les États-Unis sanctionnent aujourd'hui. Mais nous, on a sanctionné cela le 7 octobre 2018. À notre manière. En faisant perdre ces élections à M. Biya. On l'a sanctionné le 7 octobre 2018. Donc, nous avions déjà fait notre part de travail. Je n'ai pas à me féliciter d'une sanction des États-Unis. Je la regrette tout simplement. Et je dis, on aurait pu l'éviter. On peut encore rattraper. Je pense que les États-Unis sont clairs. Si de nouveau nous sommes rééligibles, on reviendra à la table de cette transaction dans le cadre de la Goa. Alors, au sein du mouvement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, certains minimisent les relations commerciales et économiques entre les États-Unis et le Cameroun. Professeur Edmond Bilois, comme le président américain Donald Trump, président de la première puissance mondiale, décide de prononcer des sanctions économiques à l'encontre du Cameroun à cause des violations des droits de l'homme, il va jusqu'à préciser la récurrence des actes de violation des droits de l'homme. Il parle de détention arbitraire et illégale. Il évoque les exécutions extrajudiciaires. Il parle de la torture. Et il met sur le banc des accusés le gouvernement de la République du Cameroun. Est-ce que cela est une bonne image pour le Cameroun qui a besoin des investisseurs pour pouvoir créer davantage de la richesse et créer des emplois pour les jeunes Camerounais? Assurément, ce n'est pas une bonne image. Mais il y a des choses que le président des États-Unis dit qui devraient être modulées par certaines autres choses. Il faut savoir que les fonds qui proviennent des États-Unis aident à financer la sécession au nord-ouest et au sud-ouest. Ces fonds sont envoyés par des Camerounais ou des gens d'origine camerounaise qui transitent par des banques américaines pour financer la sécession au Cameroun, laquelle sécession se matérialise par des tortures, par des viols, par des incendies des écoles et des hôpitaux, par toutes sortes des actions qui sont financées par des fonds. Est-ce que vous avez des preuves? Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une loi qui interdit de financer le terrorisme et ces transferts de fonds sont suivés sur le sol américain. C'est très facile de prouver l'origine des fonds qui transitent par des banques américaines. C'est très facile de le faire. Et donc, les États-Unis ont la responsabilité de faire en sorte que ceux des Camerounais ou ceux des anciens citoyens camerounais qui ont pris la nationalité américaine ne financent plus la sécession. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en 2018, le Cameroun a exporté en biens et en services pour 220 millions de dollars. Sur ces 220 millions de dollars, il y a 63 millions de dollars qui sont concernés par la GOA, la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Il y a 63 millions qui sont concernés, 63 millions de dollars qui sont concernés par la GOA. Ces 63 millions de dollars sont exportés, sont des biens exportés par des compagnies américaines. Des compagnies américaines, dont Adax. Donc, ce que les États-Unis sont en train de faire, c'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que ces compagnies n'auront plus la possibilité d'exporter le pétrole camerounais sans que les droits de douane s'appliquent à ce pétrole camerounais. Est-ce que vous ignorez qu'il y a des opérateurs économiques qui exportent également il y a des Camerounais. Grâce à ce programme. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à cette lecture simpliste des faits. D'ailleurs, beaucoup de vos collègues, journalistes, l'ont dit dans des médias sérieux. Ce qu'il y a derrière cette affaire, ce qu'il y a derrière la menace de Trump, parce que jusque-là c'est une menace. Il a informé le Congrès américain
qu'il le ferait en janvier 2020. Attendons de voir ce que le Congrès va dire. Donc, et maintenant, en fait, ce que les Américains font, c'est qu'ils mettent la pression sur le Cameroun pour qu'ils puissent avoir plus de contrats commerciaux au Cameroun, comme les Chinois et comme les Français. Ils mettent la pression sur le Cameroun pour qu'ils puissent avoir accès à l'exploitation des terres rares, ce qu'on appelle des terres rares, et notamment des produits miniers et pétroliers. Vous savez que les Américains ont très peu d'impact sur ces exploitations-là. Et maintenant, il faut savoir que les Américains n'apprécient pas beaucoup le rapprochement du Cameroun avec la Russie. Donc, les gens disent que il y aura une résolution des Nations Unies qui va faire en sorte que le Cameroun soit sanctionné, mais les États-Unis n'ont pas pu faire passer une sanction contre la Syrie. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que les États-Unis pourraient faire passer une sanction contre le Cameroun? Donc, il faudrait que... Pour ça, vous balayez d'un revers de la main. J'ai dit que les accusations ce sont des accusations les violations des droits de l'homme. Pour vous, ce n'est pas un point important. Vous regardez davantage les enjeux géoéconomiques. C'est important, mais en même temps, nous devons faire entendre nos voix. Et nous devons faire entendre à ceux qui nous écoutent que la voix de l'Amérique ne sera pas prépondérante aux Nations Unies. Parce qu'il y a d'autres puissances. Il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Russie, il y a la Chine. Ces pays-là ne lâcheront pas le Cameroun. Les États-Unis, il faut le préciser. Il faut que ce soit clair. Les États-Unis restent le principal pourvoyeur des fonds pour les Nations Unies à l'ONU. David Eboutou, sur cette position américaine vis-à-vis du Cameroun, après avoir suspendu une partie de l'aide militaire, voilà que le Cameroun doit être exclu de la loi de l'AGOA, à savoir l'accès préférentiel au marché américain. Pourrait être exclu. C'est une décision du président Trump qui annonce qu'elle sera effective dès janvier 2020. Attendons 2020. Alors, David Eboutou, Oui, quel est votre